Jérôme Collin ici pour vous parler de l'oscilloscope Rigol modèle MSO 1104Z. Donc, lorsqu'on lit MSO, d'abord pensez que c'est un oscilloscope au sens traditionnel du terme avec ses sondes analogiques. On en a 4 ici sur l'oscilloscope. Mais aussi, c'est combiné avec des capacités numériques, donc ce qu'on appelait plus traditionnellement un analyseur logique. Donc, il y a une couette ici en gris qui sort pour venir placer 16 signaux numériques sur une carte numérique, donc un Raspberry Pi ou autre, pour être capable de mesurer des signaux numériques. Donc, c'est un appareil qui bénéficie d'un large écran en couleur avec beaucoup de menus sur les deux côtés de l'écran. Ça, c'est très pratique. Il y a beaucoup de sous-menus. Ça donne énormément d'informations. C'est un appareil qui est très riche en termes d'informations données. Donc, normalement, lorsqu'on prend contact avec un appareil, la première chose que je recommande, c'est de prendre une carte numérique et d'isoler le signal d'horloge, d'aller placer une sonde analogique dessus. Donc ici, c'est ce que j'ai fait avec la première sonde et bien placer un point de ground avec la pince crocodile ou alligator et aller chercher le signal avec le bout de la sonde. Et j'ai connecté un seul signal numérique sur des zéros avec les petites pinces du câble numérique. Donc, on peut faire ça pratiquement avec n'importe quelle carte. En termes de signal numérique, j'ai tout simplement placé une onde carrée assez simple à produire, PWM ou autre. Et on va donc aller mesurer ça. Donc, quand on ne sait pas trop quoi faire, évidemment, avec un oscilloscope, une fois qu'on a fait les branchements, la chose la plus évidente, c'est de venir sur le bouton « Auto » pour « Autoscale », donc demander à l'appareil par lui-même d'analyser ce qui se trouve au bout de ses sondes pour afficher ça à l'écran et nous dire un peu qu'est-ce qu'il voit par lui-même au bout des sondes. L'appareil Rigol travaille peut-être un peu trop fort, donc il va au bout de pratiquement toutes les sondes analogiques essayer de trouver les signaux. Comme ici, on n'utilise pas les sondes 2, 3 et 4, il est venu chercher purement du bruit ou à peu près, et il n'y a vraiment que le signal numéro 1 qui avait de l'intérêt. Donc, il faut à ce moment-là enlever les signaux 2, 3 et 4 et se souvenir que cet appareil-là, la section analogique, les 4 sondes, partagent le bouton de mise à l'échelle et de positionnement. Donc, on va se servir ici du vernier de positionnement pour déplacer le signal 1 un petit peu plus bas. Okay. Et on va aussi dire un mot sur la section horizontale. Notez que les sections verticales, horizontales et triggering, prenez bien le temps de les regarder sur l'oscilloscope parce qu'elles ont des formes un peu curieuses. L'affichage est en pâle et si c'est la première fois qu'on voit ça, ça peut être un peu déstabilisant. Donc, on peut ajuster évidemment l'échelle du signal en plus grand et en plus petit. Mais ce qu'on veut, c'est d'abord et avant tout, entrer le mode LA pour Logic Analyzer, donc la partie d'analyseur logique de l'oscilloscope en numérique. Et les signaux vont apparaître au haut de l'écran. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire ensuite sur l'oscilloscope? Eh bien, il y a un menu Help, ça c'est très utile. Il est très bien fait d'ailleurs. Lorsqu'on entre dans le menu Help, on peut par la suite avoir peser sur n'importe quel bouton et avoir de l'information sur le bouton en question. Donc ici, je suis par exemple dans le bouton Storage, bien, on me dit qu'est-ce qu'on peut faire avec le bouton. On sort du menu Help en réappuyant dessus. Et on a plusieurs sous-menus. Donc, on va s'intéresser par exemple à notre canal 1 en question en réappuyant sur le canal 1 et pouvoir régler par exemple aussi le fait que les sondes viennent avec souvent le probe 1X ou 10X. Donc, s'assurer que ce qui est bien affiché pour l'ajustement de la sonde est en accord avec ce qui est ajusté sur le bouton. Donc, ça, c'est une chose très importante. Donc, on peut le régler 1X ou 10X. À noter qu'il y a un vernier d'usage général dans ce coin-ci qui nous permet de se déplacer. Et pour la sélection, il faut appuyer sur le vernier comme si c'était un bouton. Okay? Et à ce moment-là, oups, des fois, ça arrive qu'on bouge le vernier en même temps qu'on fait la sélection. On appuie dessus et la sélection est terminée. Souvent, le vernier, lorsqu'il n'y a rien dans un menu qui est sélectionné, il va faire varier l'intensité de l'affichage de l'écran.
Donc, c'est assez subtil, mais on s'aperçoit avec le temps qu'apparaît ici au bas un gradateur qui va nous indiquer l'intensité de l'affichage. Donc, moi, ce que j'aime particulièrement faire avec des signaux, c'est d'être capable de prendre des mesures. Donc, évidemment, la section Measures du bouton ici nous permet d'afficher, de prendre des mesures de plusieurs paramètres, donc la période, la fréquence et tout. Assez souvent, quand même, ça nous est donné dans une section à l'écran qui va directement nous donner les principales valeurs. Moi, ce que j'aime mieux faire assez souvent, c'est de me servir de la section Cursors. Alors, la section Curseur nous permet d'aller dans un mode qui est premièrement manuel. Donc, on peut appuyer sur le premier bouton ici et régler le mode automatique, track ou manuel. Moi, j'aime mieux manuel. Il faut se souvenir d'appuyer sur le vernier. Et on peut faire la sélection pour avoir les curseurs en mode horizontal ou vertical. Donc, ici, par exemple, si on prend la source numéro 1, on prend le curseur A et qu'on se déplace avec le vernier d'usage général, on peut aller dans la partie basse du signal qui sort du cristal, qui n'est pas le signal horloge, mais qui sort d'un cristal, en fait, sur la carte, qui est donc un signal sinusoïdal. Et là, avec le curseur B, on peut se déplacer à un autre point creux de l'onde et mesurer qu'on a 8 MHz de période d'horloge. C'est bel et bien d'ailleurs ce qu'on a sur le cristal, donc ça nous rassure. On a un cristal où le manufacturier de la carte nous donne la fréquence d'horloge. Et si on est capable de la reproduire à l'oscilloscope, c'est qu'on a une assez bonne maîtrise de l'oscilloscope. On va maintenant faire disparaître le canal 1, juste pour aller un petit peu plus dans la section de l'analyseur logique. Donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que l'oscilloscope avait fait l'ajustement de son triggering, donc de son déclenchement sur le canal A. Là, on est avec le signal numérique et il nous apparaît très instable. Donc, on peut aller dans la section triggering de l'oscilloscope. Rester en mode automatique, donc avoir des déclenchements de façon régulière, mais dans le menu de triggering, peut-être régler le bouton, s'assurer qu'on va assurer le déclenchement sur un front montant d'horloge, mais non pas sur le canal 1, mais bel et bien sur le canal D0, parce que c'est là qu'on a branché notre canal. On appuie encore sur le bouton d'usage général. Et là, on voit un peu plus notre forme d'onde. On peut bouger le vernier scale de la section horizontale et de voir apparaître à ce moment-là les signaux qui sont bel et bien disposés. Okay? On pourrait aussi, si on avait du code informatique déclenché sur un mode single trace, ça se fait aussi, un bouton single et d'aller dans le triggering, ajuster le single. On peut arrêter l'oscilloscope. Le bouton Run Stop va se mettre en rouge. À ce moment-là, nos ondes sont stables. Ça peut être utile, par exemple, pour imprimer ce qu'on voit à l'écran. Imprimer s'il y a évidemment une imprimante de brancher, mais en général, ce qu'on veut, c'est plutôt insérer une clé USB juste à côté du bouton de mise en marche. Et à ce moment-là, dans la section Storage, avoir le format d'image PNG, par exemple, et être capable de sauvegarder ça sur une clé USB. L'appareil prend en charge des clés USB qui ne dépassent pas 8 GB. Donc, vous assurez d'avoir de petites clés USB. C'est un appareil économique. Des fois, il manque un petit peu de capacité plus avancée, mais vous assurez que la clé USB n'est pas trop grosse pour sauvegarder une prise d'écran. Ça peut être très intéressant. Le menu mathématique, évidemment, de la section verticale nous permet de faire toutes sortes de prises et de combiner les signaux, de faire des différences de signaux, de mesurer les puissances et toutes sortes de trucs, incluant les FFT. Qu'est-ce qu'on peut dire par la suite? Ah oui, sur le dernier canal analogique, plutôt que de placer une sonde analogique, étant donné que quand même dans les besoins, on est de plus en plus vers le numérique et de moins en moins vers l'analogique, on a placé non pas une sonde analogique traditionnelle, mais plutôt un appareil permettant la mesure de courant. Donc, on sait par les lois de l'électromagnétisme qu'il y a une relation directe entre le courant et le champ magnétique. Et lorsque un courant passe une surface donnée, évidemment, ça donne naissance à un champ magnétique connu. On peut travailler à l'inverse et donc à partir du champ magnétique et sachant la surface fermée, délimitée, on peut mesurer donc le courant. Dans un fil normal comme une bouilloire, une perceuse, des trucs comme ça, il y a en fait un câble qui contient 2 fils, donc la lyre, le retour du courant. Donc, la loi va s'appliquer évidemment pour un seul fil, donc non pas le câble au complet, mais le fil. Donc, on va, avec un fil qui passe dans la pince, okay, s'assurer de mettre l'appareil en marche en allant du bouton off au bas vers le 200 ampères vers le haut. À ce moment-là, la LED on va se mettre en marche.
L'appareil va rester en marche pour 10 minutes parce qu'il contient une pile 9 volts à l'intérieur. Et on peut faire sa remise à zéro étant donné que maintenant on n'a pas de fil qui passe. Et donc, on peut mesurer des courants jusqu'à 200 ampères. Il y a même une limite jusqu'à 2000 ampères. Donc, ça, c'est un appareil qui est assez avancé. Et comme premier exercice, on peut évidemment mesurer un appareil branché dans un mur avec l'Hydro-Québec. Et à ce moment-là, voir apparaître un signal qui est de 60 Hz à l'écran, être capable de le reproduire premièrement. Et à ce moment-là, l'oscilloscope va nous donner la mesure de courant qui passe dans le fil. Donc, ça, c'est un appareil intéressant. Que dire de plus sur l'appareil? C'est un appareil qui nous donne 1 giga samples par seconde, donc d'échantillons par seconde. On peut changer ça. Dans la section Acquire de l'oscilloscope, on peut venir changer. L'appareil va nous dire le nombre d'échantillons par seconde. À noter cependant que ça peut changer selon le nombre de canaux qu'on utilise. Donc, le 1 gigasample par seconde va être en fait pour l'appareil en entier, mais plus on a de canaux, plus cette répartition-là se fait sur différents canaux et on peut à ce moment-là avoir un sous-échantillonnage pour un canal donné. Donc, si on est sensible au nombre d'échantillons par seconde pris par l'appareil pour mesurer un signal très précisément, vaut mieux essayer de désactiver les autres signaux qui, eux, vont aller chercher une partie de ce rythme-là des échantillons par seconde. Donc, essayez de, en général, considérer qu'il y a une répartition des échantillons qui se fait selon les canaux. Donc, se familiariser, donc on voit ici en fait qu'en rajoutant le canal 1, là, le déclenchement se fait sur le signal numérique et le signal analogique a de la misère à suivre le rythme. Donc, s'assurer de justement prendre une mesure analogique, prendre une mesure numérique, jouer avec l'oscilloscope tranquillement avec des signaux simples pour commencer. Balayer les menus. Okay? Les menus, des fois, s'étendent vers le haut, vers le bas avec les boutons aux extrémités. S'assurer de comprendre ce qu'on peut lire comme information. L'appareil est riche dans ce qu'il nous donne comme information. Et par la suite, on peut aller dans les guides d'utilisateurs en format PDF pour des questions plus avancées.